bienvenue sur Innov Digital TV, c'est votre émission Découverte. Nous vous emmenons découvrir l'air pur de la moyenne Guinée. Nous sommes à Dalaba, à plus de 1200 mètres d'altitude. Entre souvenirs historiques, merveilles naturelles, on va vous faire découvrir une cité unique. Ici, le paysage change radicalement. Nous marchons sous ces majestueux pins sylvestres, introduits durant l'époque coloniale, qui donnent à la ville cet air de petite Suisse africaine. Ces arbres qui se dressent fièrement vers le ciel, ce ne sont pas seulement le poumon vert de la région. Ils sont l'identité même de Dalaba. Leur parfum boisé et l'ombre qu'ils offrent créent une atmosphère de sérénité absolue, parfaite pour entamer notre périple vers les trésors cachés de la ville. Mais saviez-vous que c'est dans la fraîcheur de Dalaba que Miriam Makeba a trouvé refuge et inspiration? Elle était l'icône de la lutte anti-apartheid. C'était la voix de l'Afrique entière. Cette case qu'elle appelait sa maison reste le témoin silencieux de son passage sur la terre guinéenne. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Je m'appelle Asma Oba, je suis animatrice chez Innov Digital TV et nous sommes à Dalaba pour l'émission qui s'appelle Découverte. Comme vous l'entendez, Découverte, c'est vraiment découvrir toutes les valeurs, les cultures de la Guinée. Donc, nous nous rendons à Dalaba parce qu'on sait que Dalaba, c'est une ville enrichissante, très belle, avec un climat assez particulier. De passage, on a vu la maison que Miriam Makeba habitait à l'époque, à Dalaba, dans notre chère belle ville. Grono Miriam Makeba, qu'est-ce qu'elle vous a laissé comme trace? Une personne étrangère comme elle, pardon, qui vient s'installer dans notre pays. Menem Miriam Makeba, menen ko bandirawa men. Menem mede yidimo. Ko citoyen d'honneur sare Dalaba nden. Bay wari do ko menen jabbimo. Ko singan gore jon. Ko on don président merci ko touré jonnuno mbuudi pi darnangol mo ndu suudu mbi'u don. Ndun suudu si o arino kanko Miriam Makeba ko menen e makko fijidayno ari on timama min kadi din towali men amidayno men fijiba men yaka makko ara ka amen kanko Miriam Makeba o darnani min ka laptani ɗo suudu kanko Miriam Makeba o addani men sage femme ɓe iwaynoɓe Afrique du Sud ɓe o yoɓata ɓen rewɓe ara gollama men ka laptani o adda conci hari kala jibinaɗo ka laptani ɗo o heɓay conci o heɓa sabunde o heɓa dankate barki Allah e Miriam Makeba menen min jogitimo min yiɗimo min weltorimo ha min wi'i ɗo himo mari tokoraɓe buy ɓay si arino hara to woɓɓe ko miskinɓe ɗum ala feere ɓe ara ka laptani ɓe heɓa sabunde ɓe heɓa kuushiji ɓe heɓa ko ɓe watto ɓe heɓa ko ɓoɓɓe watto ɗum fof ɓe nata Miriam Makeba min mi vraiment oɗo ko menen makko minen ko bandirawo min yayno frère an on momi yeeti on ɗon o innitirno ɓiɗɗo makko on Modibo Miriam Makeba on Karl Mikael on ɗon afo makko on ko on ɗon innitira Miriam Makeba kadi no mari tokoraɓe guy jibinaɓe Dalaba ɗo innitiraɓe fiu menen e makko ɓe en tori Allah ko yo wallu no ndun suudu ndu o darni ndu o darnana hara ndu yanali ɓurini ndu danke hara arɗo o yiyay anda ko ɗo Miriam Makeba wonno kaka makko kadi ari o wonno ɓay ko citoyenne d'honneur sare Dalaba. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a orienté vers l'enseignement de l'histoire et de la géographie à Dalaba? J'aime Dalaba et j'ai eu l'opportunité d'être enseignant et aussi d'être directeur de l'alphabétisation des adultes. À ce poste, j'ai pu parcourir toute la préfecture de Dalaba. Ça m'a permis de prendre connaissance avec toutes les couches sociales à Dalaba. Dans toute la préfecture, j'ai eu à mettre en place des programmes d'alphabétisation des adultes, pendant lesquels je rencontrais des jeunes, des vieux, des femmes, avec lesquels j'ai entretenu une conversation. Alors, puisque l'histoire, étant de formation en histoire, j'ai mené mes enquêtes pour recueillir toutes les informations sur la vie de toutes les populations à Dalaba, de Konkoué à Dombélé. Donc, j'ai parcouru la préfecture de long en large pendant 36 ans.
Et ça m'a permis de recueillir toutes les informations. Et aujourd'hui, je peux vous parler de n'importe laquelle des localités de Dalaba avec une précision, pour avoir y vécu et pour avoir des informations fiables. On sait que les temps ont changé et que l'époque, et maintenant c'est pas pareil. Ouais. Comment vous avez réussi à transmettre l'histoire, l'importance de l'histoire du passé de Dalaba, de l'Afrique, de la Guinée peut-être à vos élèves? Oui, effectivement, vous savez, dans les programmes scolaires, il était indiqué au départ, il n'y avait que l'histoire de la France, l'histoire des États-Unis, c'est ce qu'on enseignait. Mais il y a eu des réformes au niveau de l'éducation. On a instauré, disons, l'enseignement de l'histoire locale. Et pour cela, il faut préparer une monographie. Alors donc, j'ai préparé la monographie de la préfecture de Dalaba. Ainsi, l'installation des populations en ces lieux, les titres, les noms. Par exemple, il fallait savoir, quand on vient, la première question qu'on se pose, qu'est-ce que Dalaba? Pourquoi Dalaba? Alors donc, la première question est de savoir, Dalaba, c'est le nom en un mot hérité des premiers habitants. Dans un petit village de Dalaba, des Yalonké y ont habité et on appelait, à côté de ce village, ils avaient une grande mare et ils ont dit Dalaba, la grande mare. Donc Dalaba vient disons, de ce titre-là, la grande mare, un nom Yalonké. Mais cela ne veut pas dire que toute la zone était occupée par des Yalonké. Mais il y avait aussi des Tanda à côté. Et eux, ils ont appelé leur village Tangama, au-dessus de la montagne. C'est un nom Tanda. Et les autres noms sont des noms Peuls. Donc, cohabitaient dans cette zone des Yalonké, des Peuls, des Soussous et même, disons, d'autres ethnies. On sait que Dalaba, c'est une ville religieuse musulmane, très musulmane. Vous avez dit que vous étiez le secrétaire de la Ligue islamique, Oui. le secrétaire adjoint de la Ligue islamique. Oui. Donc, c'est quoi le changement entre professeur d'histoire-géographie et membre d'un club religieux aussi grand? C'est quoi la façon de jongler entre les deux? Ouais. En réalité, quand l'islam est une conviction, quand vous croyez profondément en Dieu et vous avez demandé de vivre honnêtement avec les gens. Donc, en vivant honnêtement avec les gens, vous pouvez recueillir leur vie, recueillir leurs attentes et le transmettre à d'autres sans que ce ne soit dans le cadre d'une animosité. L'islam ne veut pas dire rejeter les autres. L'islam ne veut pas dire abandonner. Parce qu'au départ, dans les croyances anciennes, et moi, ça m'a marqué à mon enfance, un marabout m'a dit un jour que si tu parles la langue française, si tu veux entrer au paradis, on va brûler ta langue avant que tu n'ailles. Bon, c'est une anecdote qui n'est pas du tout vraie. Toutes les langues sont créées par Dieu et les hommes. Donc, pour moi, être religieux, je crois profondément en Dieu, aux prophètes et à toutes les pratiques religieuses, mais cela n'entache en rien le travail d'histoire et le travail de géographie et d'enseignement. Surtout qu'en islam, on nous dit, quand tu as une connaissance et que tu la gardes pour toi, c'est comme, disons, de l'hypocrisie. Quand tu as une connaissance, il faut la divulguer. Il faut la reconnaissance sûre, il faut l'apprendre aux autres. Donc, pour moi, histoire, géographie et connaissance et religion, ça va de pair. Ce que tu connais, tu l'enseignes. Ce que tu ne sais pas, tu demandes et tu apprends. Malgré tout le temps que vous avez passé à Dalaba, toute votre vie dans votre parcours en tant que professeur, qu'est-ce qui vous a le plus marqué à Dalaba? Bon, en réalité, ce qui m'a le plus marqué, j'ai rencontré des personnes. Disons dans un village de Djankana, ça c'est dans la sous-préfecture de Diti. Je devais y mettre un programme d'alphabétisation. Je suis venu dans tout le village, il n'y avait aucun lettré. Alors, on a pris une femme illettrée et je l'ai formée en 15 jours. En un mois, elle maîtrisait le syllabaire de langue poulard. Et elle est devenue l'enseignante de ce village. Ça, c'était... Pardon de vous couper, la transmission, c'est en poulard? Voilà. C'est du poulard ou C'est du poulard. C'est du poulard. C'est originaire. L'enseignement, c'est l'alphabétisation, c'est dans les langues nationales. Mais aussi, il y a un projet qui a été initié par Madame Aïcha, le Centre Nafa.
le centre Nafa ou école de la seconde chance. C'est des enfants de jeunes de 10 à 14 ans. Et c'est là qu'on a compris, de 10 à 14 ans, c'est là où l'intelligence humaine est la plus développée. Et je vous assure, j'ai développé 17 centres Nafa à Dalaba. Et dans ces 17 centres Nafa, on a formé plus d'1 millier de jeunes de 10 à 14 ans. Ils font 3 ans. En 3 ans, ils ont le niveau d'un élève de 6e année. Et on leur a fait passer des examens. Du centre Nafa, en 3 ans, ils vont au collège. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est une Abiba Tasso de Kébali. Elle a réussi en 3 ans à aller au collège. De la 7e à la terminale, elle était toujours la première de la classe. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle a fait mathématiques. Elle est allée à l'université. Elle a terminé l'université, n'ayant fait que le centre Nafa. Ça, c'est des choses qui m'ont marqué. Mais aussi, j'ai assisté où des gens, c'est des personnes âgées qui n'avaient jamais maîtrisé l'alphabet. Mais on a une technique, c'est que nous appelons l'andragogie, c'est la pédagogie des adultes. Comment faire en sorte qu'un adulte, quel qu'il soit, analphabète, puisse acquérir des connaissances. On a vu des vieux de plus de 70 ans qui, en moins de 3 mois, maîtrisent parfaitement la lecture et l'écriture. Le seul dommage, puisqu'il n'y a pas ce que l'on appelle la post-alphabétisation, ils n'ont pas où exercer le savoir acquis, ils retombent dans l'analphabétisme. Alors c'est dans l'enseignement et normalement dans la vie quotidienne, quand on fait la post-alphabet, comme vous avez vu, les rues doivent porter des noms. Les rivières, les villages, tout. Quand vous avez acquis la technique de lecture et vous ne voyez rien à lire, à ce moment, vous retombez dans l'analphabétisme. Donc, je crois que c'est un programme que le gouvernement doit mettre en place pour que ceux qui suivent des cours d'alphabétisation puissent utiliser leur savoir. Donc, éditer beaucoup de livres en langue nationale pour que les gens puissent vraiment se former dans toutes les techniques dans leur propre langue nationale. En fait, c'est une façon de faire revenir le système de l'époque qui est très important, qui pourrait être important aujourd'hui pour les personnes qui potentiellement sont dans d'autres systèmes assez différents. Oui. Donc, c'est un peu le cursus que vous souhaiteriez mettre en place. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une technique aussi qu'on est en train d'expérimenter. L'enfant acquiert plus facilement les connaissances dans sa propre langue que dans l'apprentissage d'une autre langue. Donc, revenir aux 2 premières années de l'enseignement élémentaire en langue nationale, ce serait la meilleure manière d'initier l'enfant à la lecture et à l'écriture. Ainsi, le passage au français sera plus facile pour lui. Quand il apprend à lire et écrire dans sa propre langue en moins de 2 ans, il est plus facile pour lui de transformer la connaissance poulard en français que quand il doit apprendre le français dès son entrée à l'école. Ça lui fait déjà 2 difficultés, apprendre la langue et apprendre la lecture et l'écriture. Et quel message ou quel héritage souhaitez-vous laisser à vos élèves aujourd'hui, que ce soit à Dalaba ou à Conakry, ou votre communauté musulmane de Dalaba pour les générations à venir? Qu'est-ce que vous leur direz? C'est quoi l'héritage principal? En réalité, j'ai recueilli, disons, l'histoire de tous les grands érudits de Dalaba, notamment Thierno Mohamed Samba Moumbéa. C'est un religieux et qui a écrit un poème extraordinaire, Augir des malades. J'ai recueilli, disons, l'historique de Cheikh Dalaba. Cheikh Dalaba, c'est une personnalité religieuse d'une renommée, disons, qui a eu beaucoup d'attributs que Dieu lui a donnés. Il habitait au sommet du mont Tinka. Et là, il n'y avait pas d'eau. Et lui, avec son sceptre, il est venu planter son sceptre. Il a fait des prières à Dieu. Et Dieu lui a donné une source qu'on appelle aujourd'hui source de Cheikh Dalaba. Alors, j'ai repris toutes ces informations. Donc, aussi bien sur le plan religieux que sur le plan administratif, j'ai au moins une dizaine de manuscrits que je compte mettre en édition pour laisser à la postérité. Ils sauront qu'est-ce que c'est que Dalaba, ils sauront quels sont les grands érudits qui ont vécu à Dalaba et quelles sont leurs œuvres. Sous ce toit de chaume chargé d'histoire, le temps semble s'être arrêté.
Bienvenue à la Casa Palab de Dalaba. Ce n'est pas qu'un simple bâtiment. C'est ici que les chefs traditionnels du Fouta Djallon se réunissaient pour décider du destin de la région. Un lieu de sagesse, de justice et de secret, où chaque pilier a une histoire à raconter. Découvrons ensemble l'âme politique de la cité des pins. Bonjour, Bonjour, comment allez-vous? bien et vous? Comment vous vous appelez? Moi c'est Diallo Thierno Mamadou. Thierno Mamadou, enchanté. C'est vous qui êtes à la gestion de la case à Palab, je prononce bien? Oui, Est-ce que vous pouvez nous expliquer, déjà ça fait combien de temps vous êtes là? C'est quoi votre rôle ici? Et c'est quoi l'histoire de la case? comme je l'ai dit, je m'appelle Diallo Thierno Mamadou. Et avant tout, on vous souhaite la bienvenue Merci. à Dalaba et plus précisément à la Casa Palabre. Donc, je vais le dire aussi en pulaar, comme on le dit, Sadi Kotoli. Sadi Kotoli. Ah. Kotoli. Kotoli, la Casa Palabre. Donc, moi, je suis le guide au niveau de la Casa Palabre, mais je suis aussi guide de Guinée. Je fais que ce soit des sorties touristiques ou pour simplement la visite au niveau de la Casa Palabre. Donc, ce que l'on voit ici, là, ce sont les cellules traditionnelles Peul. Donc, son nom dans la langue Peul, on dit Pakala. Pakal. Pakala. Et c'est ça la clé. Ça s'ouvre vraiment avec ça? Oui, parce que sans cette clé, tu ne peux pas ouvrir. C'est magique. Donc, si tu veux ouvrir, tu mets la clé ainsi et on voit jusqu'ici. Tu entends le clic. Oui, le clic. Voilà. Quand tu fais comme ça, après, tu as juste à retirer. Waouh. Parce qu'en fait, ici, il y a un bout de fer, ici à l'intérieur. C'est ce bout de fer qui va entrer ici. Donc, si tu le mets comme ça, le bout de fer va entrer. Il est à l'intérieur. Donc, quand tu essaies de retirer sans la clé, ça passe pas. Mais dès que tu mets la clé, tu en vois jusqu'ici, tu le pousses. Donc, c'est surtout conçu pour avoir la même taille. C'est Tu pris vois. de mesure, quoi. Donc, si c'est une autre clé que tu as, sûrement ça n'aura pas la même mesure. Donc, ça va pas prendre. Et d'autres, pour le rendre plus complexe, ils vont mettre 1, 2, jusqu'à 3 tours. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle Pakala. Si tu partais au village, tu allais comprendre. La prochaine fois, vous ouvrez avec vous ou c'est qu'une seule porte qui ouvre? On peut ouvrir les deux? Tu peux ouvrir. Donc c'est la fameuse Casa Palabre. Waouh! C'est incroyable. Ça s'appelle comment les trucs là-haut déjà? Idor, comment ça s'appelle? En pulaar, on dit Bello. Voilà. bello. Mais en français, on dit vaneri. Vannerie. Waouh. Et ça existe depuis combien de temps la Casa Palabre? La Casa Palabre, elle a été construite en 1936. En 1936, c'était sous le régime colonial. Mais comme on le voit, c'est construit de façon traditionnelle. Très traditionnel. Voilà. Donc là, c'est l'architecture Peul qu'on retrouve dans cette case, que ce soit en termes de construction ou de décoration, tout est fait par des artisans Peul. Donc, pour la construction de cette case, c'était une proposition du chef de canton de Dalaba. Et ce chef de canton de Dalaba, il s'appelait Thierno Omar Diogoba. Donc, c'est lui qui a fait la proposition au gouverneur de construire cette case, mais surtout qu'elle soit construite comme ça, de façon traditionnelle. Donc, quand je dis c'est fait de façon traditionnelle, tout le mur que l'on voit, c'est fait que de la terre. Il n'y a pas de briques. On voit ça. Donc, tout est compact. C'est un mélange de terre termitière, de bouche de vache et de paille, et évidemment avec de l'eau. Donc, tout ce que l'on voit est compact, il n'y a pas de briques ni de piliers. Pendant la construction, l'objectif de la construction de cette case, c'était pour pouvoir abriter des réunions. Donc, c'est des réunions qui se tenaient ici avec l'administration coloniale. Mais je ne sais pas comme si tu le sais, dans l'administration coloniale, il y avait beaucoup de nos parents à l'intérieur, tels que les chefs de canton, celui Le son. et il y avait aussi les chefs de village qui venaient assister aux réunions et les notables et l'imam. Tout ça, c'était nos parents d'ici. Ceux qui étaient les Français, c'était le Le gouverneur. colon. Oui, le gouverneur, il était le gouverneur de toute la colonie. C'est lui qui venait assister aux réunions. Et avec lui, il y avait aussi le commandant de cercle.
Donc, toutes ces personnalités-là venaient ici pour les réunions. Mais cette case, c'était seulement pour la région du Fouta. Ce n'est pas pour toute la Guinée. La communauté foutanienne, Oui, la région du Fouta. le Fouta. Voilà. Même les voisins à côté, l'abbé, Pita, tout ça. Oui, oui, oui. Juste le Fouta, en fait. Juste le Fouta. Et ça, le plafond, c'est toujours fait par des artisans, mais surtout ici, les artisans de Dalaba. Ce sont eux qui font le plafond comme ça. Et tout à l'heure, tu m'avais demandé comment ça s'appelle. J'ai dit bédo. Voilà. Pour ce qui est de la vannerie, ça, c'est seulement les femmes qui le font au niveau du Fouta. Donc, ça se fait un peu partout, à Labé, Pita, Dalaba ici. Mais la base, c'est surtout ici à Dalaba. À Dalaba, il y a 2 villages où même actuellement les femmes se sont constituées en groupement où ils le font pour pré-vente. Il y a Bouquet et à Sebouri aussi. Mais pour faire les grandes lignes et l'assemblage du plafond, ça, c'est les hommes qui le font. Ouais. Par rapport aux anciennes personnes, est-ce que les gens ils viennent régulièrement? Vous avez combien de visites par semaine ou par mois? Ou même dans l'année? Les touristes. Je dirais beaucoup. Beaucoup? Ouais. Il y a des étrangers? Oui, il y a beaucoup d'étrangers. Tu as vu? Qu'est-ce qui les attire le plus? Il Est-ce que c'est l'histoire ou les y a images? l'histoire, mais surtout, avant de connaître, c'est surtout la structure et les décorations qui attirent les gens. C'est ça. Mais plus de ça, il y a l'histoire que vous allez connaître tout de suite. Et parce que tout à l'heure, je disais que c'était un lieu de Réunion. Voilà. Tout ce qui est en termes de décoration par terre, ça, c'était les places limitées de chaque groupe qui venait pour les réunions. Donc, c'est pareil aussi, tu vas voir qu'il y a 4 entrées. Tu vois, autour, il y a 4. Et si tu regardes au-dessus de chaque entrée, tu verras, il y a une décoration qui est différente. Tu vois, les décorations au-dessus de chaque, c'est complètement différent. Parce que là, chacune des entrées était réservée pour chaque groupe. Donc, toutes les personnalités qui venaient, chacun connaissait la porte par laquelle il devait rentrer et aussi quelle était sa place à l'intérieur de la case. Donc, pour l'organisation de la salle, ici au milieu, c'était une table ronde qui était là. On peut s'asseoir? Oui. Ok. Je vais faire comme eux parce qu'on voit ça dans les films. C'était comme ça la posture, il me semble. Oui, pour certains. Certains étaient sur des chaises et d'autres, ça c'est indirectement par terre. Donc ici au milieu, c'était une table ronde qui était là. Et la limite de la table, c'est juste ici, ce porte-là. D'accord. Cette porte-là, c'était par là qu'est rentré le gouverneur et le commandant de cercle. Et lui, il rentrait ici. Il venait ici directement autour de la table. Celle-là, c'était pour l'imam. Donc l'imam va rentrer par là et il va retrouver ici le gouverneur et le commandant de cercle. Ils vont être ensemble autour de la table. Celle-là, c'était pour les chefs de village et les notables. Et les chefs de village, leur place, c'est de là jusqu'ici. Dalaba ne se raconte pas, elle se vit. Nous avons voyagé à travers la nature et le temps. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. See you next time for the new adventure. À très bientôt!